certains cas, on gère l'étanchéité, et dans d'autres cas, la pierre sèche permet de laisser passer l'air. Et ça, c'est une technique de maçonnerie. Alors, on trouve à quelques endroits en Bretagne, j'ai des pistes actuellement, mais qu'on trouve pour ceux qui ont l'occasion d'aller en Irlande, très fréquemment dans les murets, surtout les murets d'Irlande. Alors, on les trouve dans les murets viroises, notamment chez nous, donc Poussin et Ouessant. C'est des murs avec une seule épaisseur de pierre, donc c'est un empilement qui ressemble à du tas de pierre, mais qui est quand même très savant pour que ça tienne. Et il y a un enjeu important à laisser passer l'air, qui est lié à l'élevage ovin, puisque en fait le but est que les moutons puissent se coucher juste derrière et que le vent passe à travers le mur de pierre et aère la toison des moutons pour qu'en période d'hiver ils ne pourrissent pas sur pied. Voilà. Donc le passage d'air est hyper important. Et à Ouessant, je vous ai mis une photo parce qu'on a ce type de construction d'abri à moutons qui est quand même assez extraordinaire, de petites structures en triangle qui permettent aux moutons de venir s'abriter. Enfin là, par contre, il n'est pas un seul parement, il y a double parement. Il y en avait beaucoup et il n'y en a quasiment plus qui restent, même s'il y a des opérations de restauration, de sauvegarde importantes menées par le PNR d'Armorique, notamment sur ce sujet. L'avantage de la pierre sèche, justement, par rapport à tous ces trous et toute cette relation au vide, puisqu'on vous a dit quand même que le vide, c'était une des parties importantes de la technique de la pierre sèche, c'est aussi le fait qu'un mur en pierre sèche est une niche écologique, enfin ce sont des niches écologiques, et que ça s'inscrit aussi justement dans une relation un peu différente au paysage que celle qu'on peut avoir avec d'autres types de construction. Donc bien sûr plein d'insectes, de construire des insectes, des murs en pierre sèche, les serpents bien sûr, et puis les rongeurs, même si les rongeurs et les vertébrés, on verra tout à l'heure que ça pose un certain nombre d'autres problèmes. Je voulais aussi te dire que sur les murets en pierre sèche, notamment dans les pays méditerranéens, l'enchaînement des terrasses clairement crée des microclimats qui participent aussi à un équilibre des territoires, à un équilibre écologique et agronomique sur le territoire. Inversement, on sait que dans d'autres cas, on va construire des murs pour réchauffer. Par exemple, dans la région parisienne, il y a les murs à pêche à Montreuil qui permettent de construire, d'avoir des zones qui emmagasinent la chaleur pour la restituer pour la culture des pêches. Et le dernier tiers, c'est le tiers de savoir-faire. Je te passe la parole. Oui, encore une fois, c'est la qualité de l'appareillage qui fait la solidité d'un ouvrage en pierre. C'est valable aussi d'ailleurs pour la pierre qui n'est pas posée à sec. Mais c'est d'autant plus vrai, ça ne pardonne pas vraiment quand vous montez sans liant. Si vous montez mal, ça ne tiendra vraiment pas longtemps, voire pas du tout. Donc c'est une dimension très importante, en tout cas des ouvrages en pierre sèche. Alors oui, ça c'est la technique moderne de pierre sèche. Il y a du vide, il y a de la pierre, mais ce n'est pas de la pierre sèche. Voilà, il y a une perte de savoir-faire. Il faut se rendre compte aussi que probablement, dans le passé, il y a fort à parier, en tout cas qu'en milieu rural, tout le monde savait monter de la pierre. C'était un élément qui était extrêmement prégnant, alors avec plus ou moins de dextérité, mais en tout cas, il n'y avait pas de PlayStation à l'époque. Pour s'amuser, vous aviez des cailloux et des bouts de bois, donc il fallait faire avec. L'art d'assembler les pierres est extrêmement important dans l'art de la pierre sèche, d'autant plus lorsqu'il s'agit, comme sur le schéma, de murs de soutènement, puisqu'on a énormément de poussée derrière, on a du poids, on a un peu de charge derrière, et c'est la qualité de l'appareillage qui va assurer la pérennité de l'ouvrage. Donc on voit qu'on va vite aller chercher dans la terre, essayer d'aller loin et de bien bloquer les pierres pour éviter que tout ça puisse souffrir du temps. Donc c'est une des stratégies qu'on voit dans les murs simples parements, par exemple, où on va aller ficher les pierres assez loin dans le talus derrière.
Et donc, je vous disais tout à l'heure, ces différents types de mise en œuvre, on les revoit par exemple sur cette carte postale ancienne, avec à la fois des murs droits et des murs avec un fruit, sans doute construit, alors sans doute pas construit à la même époque, voilà. En tout cas, dans ces cas-là, clairement, ils répondent à deux fonctions différentes, sans doute une fonction qui permet d'avoir les bateaux qui viennent directement à côté, ou au contraire d'avoir une protection supérieure. En tout cas, l'étude qu'on va faire là sur les terrains dans les mois à venir, et dont on va vous parler tout à l'heure, permettre de cartographier ces différents types de mise en œuvre, puis justement d'essayer sans doute de mieux comprendre le pourquoi, du comment telle ou telle fonction est mise en place à tel endroit, en fonction aussi des périodes et des activités humaines qui étaient liées. Voilà. Et ainsi, on peut lire beaucoup de choses dans une maçonnerie. Là, on voit clairement sur ce mur deux phases de construction, probablement suite à une démolition ou quelque chose comme ça, où la dextérité n'était pas forcément la même sur les deux ouvrages. On voit sur la partie basse, on n'est déjà pas tout à fait sur les mêmes modules de cailloux. Et puis sur l'assemblage n'est pas du tout le même non plus. On a énormément de coups de sabre dans la partie haute, c'est-à-dire des joints qui se recoupent d'un rang sur l'autre de pierre, ce qui est un défaut de maçonnerie qui peut poser des problèmes structurels. Donc là, de la même façon, on voit deux phases un peu de construction. Alors ça peut être au même moment, ça peut être des mains différentes qui ont travaillé au même moment, mais ça peut être aussi des reconstructions à des moments différents. On a sur la partie droite des lignes d'arras qui sont très soutenues, on les voit très bien. Donc je ne sais pas si vous les voyez, on voit les lignes, les journées de travail un petit peu. Et c'est quand même beaucoup moins clair sur la partie gauche de l'ouvrage. On peut même penser qu'il y a une reprise. On peut tout à fait penser qu'il y a eu une reprise dans tout le coin, ce qui ne serait pas illogique. C'est forcément les parties du mur qui vont encaisser le plus de poussée, de force, et du coup qui seront plus fragiles. Donc voilà, une grande dextérité, c'est-à-dire qu'on voit bien, on met les grosses pierres en bas, c'est une modalité déconcertante, mais voilà, mais du coup on joue avec après, avec des fois là, avec le terrain naturel, Elisabeth en parlait tout à l'heure, mais aussi avec les assemblages, donc où on va essayer de trouver en fonction du caillou la façon de le poser. L'erreur souvent en maçonnerie-pierre, c'est vous prenez tous les beaux cailloux au début, les cailloux faciles à monter, et puis après, c'est plus compliqué. Donc l'art, c'est de réussir à équilibrer tout ça. Et clairement, effectivement, c'est de s'adapter au terrain. Alors là, l'exemple qui est pris, on voit quand même du mortier parce que l'angle a dû être repris ultérieurement, mais la maçonnerie du bas, clairement, c'est une maçonnerie en pierre sèche qui est posée sur le rocher, qui vient s'articuler avec le rocher. On voit même que le rocher est taillé après pour faire les marches. Georges le disait tout à l'heure, c'est le matériau qui conditionne la mise en œuvre. Et si on revient à la définition originelle plutôt, d'avoir du caillou non taillé, bien qu'on a un caillou non taillé, on n'a pas de pierre d'angle. Donc souvent, on a des maçonneries très souples, très arrondies, qui viennent épouser aussi les formes du terrain. Qui s'accordent des voies de circulation, donc ce qu'on voit ici ou là, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'angle droit de parcelle. Ici, on est plus au milieu de nulle part, enfin c'est un parcage au milieu de Saint. Mais on a des mises en œuvre justement très souples, et c'est ça qui est souvent assez émouvant dans la pierre sèche et dans cet art paysan dont on vous parlait tout à l'heure, alors que inversement,
dans la même technique de pierre sèche, dès qu'on la travaille un peu et dès qu'on arrive à des formes un peu plus sophistiquées, on voit réintroduire des formes d'angles. Donc c'est la même photo que précédemment. Donc on retrouve les angles et une mise en œuvre plus savante, entre guillemets, en tout cas qui s'apparente davantage à d'autres formes d'architecture. Cette technique qui peut sembler basique dans un certain nombre de cas, même si on vous a fait voir que ce n'était pas que basique et que voilà, eh bien, elle sait aussi mettre en œuvre des éléments plus subtils. Donc, par exemple, ici, des échaliers pour franchir un mur. Et ici, j'ai mis cette photo au boucher à Marc-en-Poulet. C'est quand même très spectaculaire. Alors il y a d'autres endroits, il y a un endroit juste à l'entrée de la digue où on a ce même système d'échalier, mais ici vous avez des grandes pierres qui sont fichées dans la maçonnerie et qui permettaient de débarquer des bateaux, enfin, et de monter le long du quai. Technique de mise en œuvre aussi assez sophistiquée. Déjà tout à l'heure, je vous ai voir les cabanes de douaniers à Saint-Michel-en-Grève. Et là, on a une mise en œuvre un petit peu équivalente dans le Morbihan, avec une voûte en pierre sèche sur une loge. Une construction qui est à la fois rustre et très sophistiquée dans la taille, dans la mise en œuvre des pierres et surtout dans la construction de la voûte. Alors, toutes ces mises en œuvre de pierre sèche, elles sont étudiées notamment actuellement par l'École centrale de Lyon. L'année dernière, il y a eu un séminaire qui s'est déroulé à Saint-Jouan-des-Garets, notamment à l'invitation de la Fédération française de la pierre sèche. Et il y a eu une intervention d'un jeune docteur en mécanique, en sciences de la mécanique, qui était assez impressionnante sur les calculs de résistance par rapport à la pierre sèche, sur les périls qui sont construits sur les routes de montagne, et qui souligne que justement la pierre sèche, de par l'emprise du vide dans la construction, a une résistance souvent bien supérieure à des maçonneries collées, justement parce qu'il y a un écrasement une possibilité d'écrasement qui est bien supérieure. Il y a notamment, alors j'ai appris le mot que je vous confie, il y a un laboratoire spécialisé dans ces études-là qui s'appelle un laboratoire de tribologie, puisque la tribologie est l'étude de la science des frottements et s'intéresse aux résistances mécaniques des pierres qui viennent s'écraser en fonction des charges, soit par le dessus, soit par l'arrière, comme on l'évoquait tout à l'heure par rapport au péril, des charges qui viennent contre les pierres. Malgré tout ça, eh bien, ces éléments ont tendance à disparaître du paysage. On avait intitulé cette conférence, on avait mis le mot de méconnaissance de ce patrimoine, mais aussi de fragilité. Ces éléments qui disparaissent de façon importante. Alors, vous tous qui êtes riverains de la Rance, vous le savez, certains m'en ont parlé en aparté tout à l'heure, justement justement attirer l'attention et attire l'attention sur la disparition des éléments littoraux, mais aussi simplement par rapport à l'évolution, on vous a parlé du lien avec l'agriculture, l'évolution des pratiques agricoles entraîne, et des pratiques sociales en général, entraîne l'effacement de ces éléments du paysage. D'abord parce que plus personne ne sait remonter des murs en pierre sèche, d'autre part parce qu'un certain nombre de terrains sont abandonnés et laissés à la lande qui prend de plus en plus d'emprise. Donc c'est le cas là à la pointe du Croin, c'est le cas aussi à Saint, où on voit bien sur la photo prise du haut du phare dans les années 50, toute l'emprise des murets en pierre sèche qui ponctuent le paysage et qui sont aujourd'hui quasiment totalement gommés.
La végétation, on en a parlé tout à l'heure, mais là on va en parler plus longuement, des relations complexes avec les maçonneries de pierre sèche. Oui, c'est un facteur de dégradation important, hein, parce que d'une part, on n'entretient plus les parcelles de la même façon, hein, il y a une question d'entretien. Et voilà, on va voir juste après. D'un côté, oui, voilà, différencier les problèmes, parce que d'un côté, la végétation va tendre comment dire, à soutenir le mur. C'est ce qu'on voit dans le premier schéma, hein, une bande enherbée qui va protéger un peu des trop grandes infiltrations d'eau et qui va stabiliser les pierres de couronnement. Mais voilà, quel type de végétation? On a sur la deuxième photo plutôt une ronce, sur le deuxième dessin, pardon, une ronce qui, à force de pousser et de ne pas être entretenue, va finir par déchausser les pierres et dégrader le muret. Les arbres ont le même effet, dans une certaine mesure, ils vont soutenir le soutènement jusqu'à ce qu'ils tombent, et là ils vont arracher le mur, ou jusqu'à ce qu'ils poussent de façon un peu trop importante et qu'ils vont exercer des poussées trop importantes. C'est ce qu'on voit sur les photos. Alors il y a aussi aujourd'hui une question d'entretien mécanisé, hein, quand vous passez avec le tracteur juste à côté pour nettoyer la parcelle. On a vite fait de taper dans les pierres qui forment le couronnement du mur, et du coup elles dégradaient encore plus, hein. C'est un peu ce qu'on voit ici. Donc bon, en général, les pierres partent pas bien loin, hein, on les retrouve au pied du mur, mais voilà. Et malgré tout, hein, vous voyez ici, hein, on a probablement un chêne qui pousse dans le mur. Malgré tout, on a une maçonnerie qui est impeccable en dessous, hein, qui a été très bien montée. On voit un appareillage très soigné. Et tout ça tend à maintenir un peu le talus. C'est d'ailleurs une des techniques on n'a pas parlé de lui, mais de Saïk Gestin, qui a monté l'école des talus, qui lui en a monté quelques kilomètres. Et lui est très vigilant sur l'implantation de la végétation et aussi sur l'entretien. C'est-à-dire qu'un mur de pierre sèche va vite venir se faire squatter par des plantes invasives et du coup ça nécessite un entretien régulier pour être sûr de garantir la pérennité de l'ouvrage. Ouais, et en fait cette photo-là, effectivement, comme le dit Georges, Saïk Gestin, l'école des talus, c'est une association dans le Trégor qui a restauré un certain nombre de murs talus, mais également de routoirs. Et lui est convaincu de l'implantation, enfin de la technique traditionnelle d'implantation justement d'arbres en haut, à condition qu'il soit entretenu, parce que comme l'indique le schéma, c'est justement l'arbre, s'il est planté juste sur le mur, un petit peu en biais, il va avoir des racines qui vont aller chercher derrière la terre, et au contraire il va protéger la tête de mur, il va la dégrader simplement en coup de vent, ou s'il n'est pas entretenu, ou s'il grandit trop, ou s'il est mal planté et que ses racines deviennent pénétrantes, pivotantes et rentrent dans la maçonnerie, mais que plantés intelligemment, au contraire, ils vont permettre de protéger la maçonnerie. Donc on voit des stratégies de protection un peu, hein, des têtes de mur. Là il y en a quelques-unes ici, donc c'est des techniques de pierre debout, hein, qui permettent de protéger un peu le haut du mur. Il y a aussi la végétalisation, justement Saïk, quand il construit des murs talus, il va poser des mottes de terre enherbées sur le couronnement du mur, pour le protéger un petit peu, stabiliser les pierres qui seront nécessairement les plus fragiles, hein, celles qui sont posées en haut. Donc là, vous voyez différentes stratégies avec des galets ou avec des pierres de schiste, hein, des pierres plates qui se prêtent bien à ce genre d'exercice. Elisabeth l'a abordé très rapidement tout à l'heure, mais donc les murs de pierre sèche forment des niches écologiques qui sont très intéressantes en termes de biodiversité. Malgré tout, les vertébrés, notamment les rongeurs, peuvent porter préjudice à ces ouvrages. Là, on voit sur la photo, je ne sais pas si vous arrivez à voir un terrier assez gros. Une souris, hein, ouais, là, on est plus sur le rat, on est plutôt sur quelque chose d'un peu plus gros. Donc voilà. C'est toujours le problème d'entretien.
Alors, oui, entretenir la tradition du reprisage. Alors, aujourd'hui, j'avais travaillé avec, peut-être certains d'entre vous étaient là, justement, lorsque la Fédération française de la pierre sèche avait créé un événement sur le territoire pour reconstruire des perrets. Et voilà, le message qu'on avait essayé de faire passer, c'est qu'on est sur du bien public, là. Et le bien public, ça ne veut pas dire que c'est à personne, ça veut dire que c'est à tout le monde. Et il y avait une tradition aussi de maintenir ces ouvrages en forme. C'est-à-dire que c'est toujours la première pierre qui va tomber qui va faire tomber la deuxième. Donc si on remet la première une fois qu'elle est tombée, on n'aura pas la deuxième à tomber. Et le manque d'entretien peut être à l'origine aussi d'une dégradation accélérée un peu de ces ouvrages. Là où il faudrait juste remettre une pierre là où elle est partie. Et puis parfois, quand on reprend ces ouvrages, ça peut être la difficulté de retrouver de la pierre. Ça a été le cas ici. Hein. On voit clairement qu'on a deux types de pierres différentes parce qu'il a fallu retrouver de la pierre qu'il n'y avait plus sur place. Parce que aussi on ne fait plus d'épièrement aujourd'hui. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, la ressource était beaucoup générée par l'épièrement des parcelles ou des bords de mer. Hein. Qu'aujourd'hui, bon, on travaille au tracteur, on n'a plus besoin d'épierrer. Hein. Le tracteur pulvérise la pierre très bien. Oui, c'est. Donc c'est pas une problématique nouvelle. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le couronnement. Là, on avait des belles dalles de pierre plates. Mais on voit déjà sur cette photo que déjà à l'époque, il commençait à en manquer. Hein. Donc le vol de pierre, c'est pas nouveau. Et puis voilà, on continue sur toujours l'entretien. Là, le passage des engins agricoles, hein, j'en parlais rapidement tout à l'heure, va tendre à altérer les couronnements ou même le mur dans son ensemble. Et les erreurs. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, hein, le vide a toute son importance. Lorsqu'on va vouloir rejointer un mur de pierre sèche, on va souvent le condamner. C'est le cas ici, hein, vous pouvez voir en partie basse du mur, tout à chasser, parce que de toute façon on n'empêchera pas l'eau de passer, sinon la pression va monter jusqu'à ce qu'elle trouve une issue. Et voilà. Et donc, ils ont essayé de faire un bouchon, et un bouchon, ça saute. Je disais à Elisabeth, c'est un peu le syndrome du ski. Hein. Vous protégez bien la cheville, et du coup, vous cassez le genou. Et c'est un peu la même chose. Vous venez boucher, donc de toute façon, il faudra que l'eau s'évacue d'une manière ou d'une autre, donc il y a bien un élément qui fera martyr. Donc voilà, et puis on a des points d'autant plus faibles hein, dans les angles de ce genre d'ouvrage. Et là, on voit une stratégie hein, qu'on peut retrouver à plusieurs endroits hein, sur la Rance aussi. Donc de refaire un doublage, hein, c'est-à-dire un autre mur en pierre sèche en pied du mur en pierre sèche pour éviter notamment, lorsqu'il y a des actions de marée, hein, des choses comme ça, qui pourraient altérer les fondations du mur, qui sont une zone particulièrement fragile. Et donc là, une stratégie de protection, une double protection un petit peu du mur. Alors on vous a présenté donc, un peu tout ce panorama autour des différentes fonctions, des différentes mises en œuvre, et voilà, avec essayer d'avoir une représentation la plus large possible du territoire, donc en faisant ces incursions aussi en dehors du territoire de la Rance. Et aujourd'hui, on est au début d'une grande aventure, puisqu'on va entamer là très prochainement un inventaire beaucoup plus systématique de ces constructions tout autour du périmètre de Rance. Alors, pourquoi, comment? Eh bien, c'est une réflexion qui a été partagée autour dans des échanges entre Cœur, l'association Cœur, nous à la région par rapport à l'inventaire, et le
le master restauration et réhabilitation du patrimoine bâti de l'Université de Rennes 2, avec lequel on a l'habitude de travailler depuis déjà plusieurs années. Dominique Melec de l'association Cœur m'a dit il y a quelques mois qu'en 1997, il avait réalisé un inventaire des perrés de Rance, en tout cas des murets littoraux tout autour de la Rance, et que cet inventaire, 20 ans après, méritait vraiment d'être repris et d'être réinvesti, justement pour voir dans quel état étaient ces constructions au regard de toutes les problématiques, justement, de manque d'entretien par endroit dont on a parlé et d'initiatives par ailleurs qui avaient été réalisées. Donc, Monsieur le maire de Plouer tout à l'heure évoquait justement le fait que depuis de nombreuses années la mairie, la municipalité mettait en œuvre des actions de restauration des terrés. On a vu des photos de la cale de la Landriais qui fait l'objet d'une restauration récente au Minihic. Il y aurait plein d'autres exemples à citer. Mais donc l'objectif aujourd'hui c'est de se dire 20 ans après cet inventaire, regardons de plus près et regardons de plus près avec des technologies renouvelées, puisque l'inventaire que Dominique avait fait, il l'avait fait avec une carte et des crayons de couleur, et voilà, c'est très bien, mais voilà, aujourd'hui on peut le refaire avec des techniques un peu plus abouties, sophistiquées, notamment tant pour le repérage des points, donc nous on le fait avec des tablettes et des coordonnées GPS, ce qui permet aussi, ce qui va permettre d'avoir une cartographie très précise et puis des analyses cartographiques poussées. De le faire avec les étudiants du master, on va revenir là-dessus, mais en s'appuyant aussi sur les acteurs locaux. Quand on dit les acteurs locaux, c'est aussi bien les collectivités que les associations ou des particuliers qui ont envie de s'engager dans la démarche. Donc c'est quelque chose qui va commencer en octobre. Le 1er octobre, c'est mardi prochain, donc ça commence très bientôt. Et c'est pour ça que la conférence ce soir, je vous disais tout à l'heure qu'elle était le point de départ d'une grande aventure, et qui va aller dans un premier temps jusqu'en avril 2020 pour les perrés de Rance, et qui se continuera, on l'espère, après, plus largement donc, sur le territoire du PNR, et plus largement peut-être à l'échelle de la Bretagne. Donc, dans un premier temps, en fait, ce qui va se passer en fin d'année, d'octobre à décembre, il va y avoir un recensement des étudiants qui sont présents. Le master est encadré par Mahogan Chéniaud-Normand, qui est quelque part dans la salle, que je ne vois pas. Mais voilà, il y en a un qui se lève. Donc, les étudiants du master de restauration et réhabilitation du patrimoine bâti, sous la direction de Mahogan, et en lien avec le service, vont réaliser un recensement exhaustif de toutes ces constructions tout autour du périmètre de Rance, en lien aussi donc, avec les acteurs du territoire, bénévoles et les communes qui suivront le projet. À l'issue de ça, donc, leur travail aux étudiants va être à la fois de réaliser une cartographie très précise, apportant des éléments d'analyse, aussi bien en termes de forme, de mise en œuvre, de datation, de questions de propriété. Enfin, il y a plein de sujets qui peuvent être abordés tout autour du projet. Et puis, ils vont avoir aussi comme tâche de programmer un ou des chantiers dès mars prochain, et aussi une journée d'études. Vous pouvez déjà prendre date, puisque la date réservée est bloquée, ça sera le 28 avril 2020. Donc une journée d'études qui sera ouverte à tous, proposée sur le territoire, et qui permettra d'aller plus loin que la présentation qu'on vous a fait ce soir. Donc d'aller plus loin, notamment dans ces questions de définition. Quand on vous dit les perrés, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est qu'un perré, c'est justement de voir, d'échanger justement avec des gens du territoire, quels sont les mots, comment le vocabulaire est utilisé pour définir ces éléments, est-ce que ça correspond aux mêmes réalités, aux mêmes formes. Il va y avoir donc cette opération de recensement. Je vous ai mis quelques photos qui résument aussi cette diversité avec, là il faut le savoir, mais il y a une cale dans l'herbe quelque part. Enfin, quand on regarde un peu plus près, puis la diapo, on voit qu'il y a une pente, mais c'est pas si évident que ça quand on est au milieu. Des formes
plus classiques de serrés, des digues plus récentes, puisque celle-ci, à la Cotenay, a été construite après la construction du barrage de la Rance, donc elle est véritablement très ancienne, à la différence de celle-là qui a un peu plus de 5 siècles. D'autres formes de construction un peu plus hautes qui s'étagent sur le coteau. Ils vont avoir aussi à étudier, à documenter ça, parce que si on se rapproche, tout à l'heure je t'avais mis une carte postale de Saint-Suliac volontairement vue d'un peu loin, et on voit bien qu'en tout cas les murs, c'était des murets maçonnés, mais qu'il y a des constructions de pierres sèches. Est-ce qu'elles sont ponctuelles? Comment elles s'articulent avec ça, d'essayer de creuser, j'en sais rien. Il y a plein de questions qui se posent autour de ça, de comment ça s'articule, en tout cas d'étudier, de documenter tous ces éléments, d'établir, comme je le disais, des typologies, de cartographier ces typologies, les formes d'escaliers, par exemple, les escaliers droits, les escaliers en chicane, de voir, tout à l'heure je vous ai fait voir une carte, enfin on a projeté les premiers essais de recensement qu'on a fait sur une carte, c'était tout à l'heure sur des parcelles agricoles, là c'est toujours à Pleudien mais à Mordreuc, et on voit que là au contraire les quais qu'on présentait tout à l'heure, en fait c'est des quais qui sont déjà cadastrés sur le cadastre de 1844 parce qu'ils correspondent à l'activité des fours à chaud, à l'activité portuaire, donc voilà, d'essayer d'avancer dans cette documentation, dans cette datation des constructions des pérés. On aurait pu mettre aussi les cales qui sont là. Et de partager donc les chantiers et cette journée d'études ont pour objet de partager, de continuer la sensibilisation et de partager cette mobilisation autour des actions en faveur de ces constructions, qui sont certes très discrètes, mais qui font vraiment partie du paysage. Et en tout cas, ce qu'on a essayé de vous souligner dans cette présentation, c'est à quel point tout ce que ça induit, tout ce que la pierre sèche induit comme lien, est cohérente avec la démarche de parc, c'est-à-dire à la fois dans l'approche de l'architecture du bâti, de l'insertion dans le paysage, dans le lien entre le patrimoine bâti et le patrimoine naturel, dans la fonction, dans la relation avec les habitants. Genre, je disais tout à l'heure, avant il y avait une pierre qui tombait, on la remontait sur le mur, etc. C'était un bien commun et tout ça. Donc comment tout ça, ça s'articule. Poser aussi des questions en termes de modèle économique aussi. Comment restaurer aujourd'hui? Qui peut restaurer ces constructions? Est-ce qu'il y a des opérateurs? Est-ce qu'il pourrait y avoir une professionnalisation d'acteurs du patrimoine autour de la pierre sèche sur le territoire? Comment cette lecture aussi s'articule avec les réglementations d'urbanisme, d'éventuelles prescriptions? Donc, autant de sujets qui pourront être abordés dans cette journée d'études. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, après, l'idée pourrait être de continuer l'observation plus largement sur le territoire de Rance, parce qu'on sait par exemple qu'il y a les digues de Polder, que dans les exemples que je vous ai montrés ailleurs en Bretagne, et puis en développant encore davantage, on pourrait sans doute trouver des exemples de construction dans les abris de carrières, Madame Mestret tout à l'heure, par rapport à toutes les zones d'exploitation de carrières. Les murs bouchés, c'est quelque chose d'assez peu connu. Des murets un peu, notamment les murets littoraux, les murets le long de la mer. Les tranchées de surveillance aussi, il y en a à quelques endroits qui étaient justement creusés et maçonnés sur le côté. Ça m'a amusé aussi de mettre cette photo parce que c'est à Saint-Magloire et c'est un petit muret de pierre sèche à l'intérieur d'une maison du jardin d'une maison de lotissement. Mais en fait, voilà, de partager cette culture de la pierre sèche. Et j'ai terminé par cette photo dont je remercie l'association des Amis de la Cale de la Landrière parce que c'est un des chantiers qui vient d'être fait récemment. C'est une belle réalisation. On a évoqué tout à l'heure les problèmes d'approvisionnement en pierre. Georges vous a souligné la différence. On voit que ce n'est pas les mêmes pierres, etc. Mais c'est une très belle réalisation, une mobilisation associative et qui nous semble être justement exemplaire en regard d'actions qui pourraient continuer à se continuer sur le territoire. Voilà, je vous remercie.